Bon, metteur en scène, ça dépend desquels. Moi, j'en connais un qui est merveilleux. C'est moi. Mais faut pas me faire chier, par exemple. Je dirais rien, mais quand même, grouillez-vous. Tout jeune, j'allais à la messe. Non pas par religiosité, j'ai pas la foi, je suis pas curé là, non, pas du tout. Mais sur le plan du rituel, j'étais bouleversé. Je trouvais ça fantastique quand tout d'un coup, le bonhomme curé venait avec son ostensoir. Il se balançait. Ça, pour un enfant, c'est fascinant. À quoi il joue? Tout cet apparat, ces costumes, ces couleurs, ces dorures. C'était la première scène grandiose. J'avais vu dans la messe, j'avais vu du théâtre, j'avais vu une représentation. Donc, le théâtre était déjà en moi. Mon papa, ma maman, les frères. Oh! Mon frère René, ma sœur Odette, moi, petit Paul, mon frère Lucien et mon frère André. J'étais le plus jeune de 6 ans des autres. J'étais très seul. Les autres travaillaient. Moi, je restais avec ma mère sous la machine à coudre, à jouer avec des bobines vides. Et j'ai l'impression que je m'ennuyais. C'est pour ça que j'ai développé cette espèce d'imagination, de trouver des trucs pour me divertir. À l'école, le jeu, c'était incroyable. Moi, les récréations, là, je devenais fou. Et autant je m'emmerdais sur les bancs de l'école, je comprenais rien. Parce que je pensais toujours à autre chose. J'avais trop dans ma tête, trop de choses. Et j'en perdais énormément. Alors ma sœur, tout le monde me disait, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Alors il se moquait un peu de moi, ça me faisait mal. Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu sais, c'est drôle quand on dit qu'est-ce que tu vas devenir. Le devenir d'un enfant de 6, 7, 8 ans, là. Il sait pas trop ce que c'est, mais il dit, s'ils en parlent, c'est que c'est sérieux. J'ai perdu ma mère, j'avais 13 ans et demi. Là, il a fallu que je me débrouille parce que j'ai eu un tuteur qui m'a dit hey, c'est mieux de pas devenir un voyou parce que les maisons de correction, c'est pas fait pour les chiens. Oh, le bonhomme y allait un peu fort. Ah, j'ai tout dit, toi, mon vieux, tu me reverras pas de sitôt. Et je me suis engagé, grâce à mon frère René, je me suis engagé dans une carrosserie d'automobile. Moi, j'étais sellier garnisseur. C'est une chose formidable parce que j'ai appris la coupe, j'ai appris à coudre. Et au bout d'un certain temps, je m'étais mis à fabriquer des chaussures. Alors, j'ai fabriqué des chaussures, je me suis fait des sous avec ça. Écoutez, j'avais 15-16 ans. C'était formidable. Et là, il y a un bonhomme, à un moment donné, que j'allais chez Léon Chancerelle, un bonhomme de théâtre, et il y avait un producteur qui était là, il me dit, dites donc, vous avez des chaussures bizarres, là. Où est-ce que vous avez acheté ça? Je dis, c'est moi qui l'ai fait. Ah, il dit, ah oui. Pouvez-vous m'en faire 2 paires? Ben oui, certain. Alors, il m'a donné une vieille valise en cuir de sa grand-mère. J'ai taillé deux paires de chaussures là-dedans. Et 2 mois après, il m'engageait comme régisseur dans un théâtre
qui se passait sur la côte normande où il y avait eu le débarquement. Ça m'a débrouillé en maudit parce que on jouait dans des étables, au milieu des vaches, on jouait du Molière. Alors les vaches, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles applaudissaient. Alors en plein milieu des... C'était pas possible. Quand je me rappelle de ça, pour moi à l'époque ça paraissait normal. Aujourd'hui je me dis waouh, waouh, si j'avais eu une caméra. C'est vous ici, hein? C'est moi là, ouais. Oui, ok, voilà. Là c'est moi, avec mon ami Fred, où est-ce qu'il est? Ah, je le vois pas, c'est drôle. Ça c'est Albert, ça c'est Piaf. C'est très bien. Qui l'a fait? Oh non! Oh ben là, je me prenais pour... Là, non, j'étais l'acteur de cinéma, là. Regarde ça. Attention, mesdames. Pauvre con. James Dean avant le temps. Les compagnons de la chanson vous disent bonjour. Et voici pour commencer une vieille chanson bretonne, Périne et tes servantes. Périne et tes servantes, Périne et tes servantes, chez monsieur le curé, dis-nous à ton aide, chez monsieur le curé, dis-nous à ton aide. Mon ami René Lamoureux qui me dit, écoute, les compagnons cherchent un 9e, est-ce que ça t'intéresse? Ben, dis-moi, non. Pas dessus qu'ils ont besoin de moi pour... Mais il dit, viens, ils veulent te rencontrer. Ben, je dis, voyons, t'es fou. Mais si, viens. Ah, bon, je vais y aller, mais je croyais pas. Je dis, ils sont malades. Et je les ai rencontrés à la terrasse d'un bistrot. Là, ils m'ont fait parler. Je dis, oui, ben, j'ai fait ça. Il m'a dit, veux-tu nous faire une gamme? Ben oui. Alors, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Gratte-moi la puce que j'ai dans le dos. Toc! Ils m'ont dit, bon, ben, tu chantes juste. Je crois. Écoute, demain matin, là, on t'attend à 7h, rue de l'Université. Tu vas commencer à apprendre le gestuel et nos chansons. Loin d'elle, loin des ruisseaux, loin des sources vagabondes. On chantait, nous, dans la paroisse, à la messe. On chantait tous les cantiques. Et ensuite, avec mes copains, chez les scouts, on n'arrêtait pas. Je connais peut-être 500 chansons que je pourrais vous chanter, que je connais par cœur. Et on chantait à 2, 3 voix, 4 voix. La chanson, pour moi, ça n'a pas été une grande découverte. Et le gestuel non plus, parce que je bougeais beaucoup. Moi, j'avais commencé à faire du mime dans des petits cours niaiseux, mais j'avais commencé à aimer ça. Alors donc, c'est bien tombé parce que les compagnons de la chanson, ils font de la chanson animée. Les jeunes années courent dans la montagne, courent dans les sentiers, plein d'oiseaux et de fleurs. Ça représentait quoi à l'époque, les compagnons de la chanson? C'était déjà de grandes vedettes? Pas des grandes vedettes, mais ça commençait. Piaf les avait découverts et je suis rentré juste au bon moment, moi. Alors, ils m'ont présenté à Piaf. Alors, Piaf m'a vu venir. Oh, c'est lui, le petit Paul. Oui, madame. Elle dit, alors, parce qu'ils c'était tous des gens des provinces de France, différentes, du nord, du sud, de partout. Elle dit, vous êtes né où? À Paris, madame. Ah, enfin! Enfin, un Parisien. Alors, j'ai été accepté d'emblée, pas pour ma jolie voix, mais parce que j'étais un parigot. Les compagnons, on avait beaucoup de rigueur déjà. Puis Piaf aussi était très... Fallait pas qu'il y ait... Et ces gens-là, les voyant travailler, ça m'a donné une leçon que je ne pourrais jamais me payer. Si un jour, la vie t'arrache à moi. On a été en Belgique avec elle, on a été en Suède, en Norvège, en Égypte, en Syrie. On est venu à Montréal avec Piaf. Puis j'ai connu
une jeune femme très charmante, très belle, qui s'appelait Charbonneau, Françoise. Je me suis attaché, puis là, je suis resté là. Toi, tu consoles. On est venu à Montréal. J'ai été chez les beaux-parents pendant un temps, mais à un moment donné, j'en avais marre. Puis j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Mais c'était fermé. Il n'y avait pas de théâtre, presque pas, rien. Alors, en plus de ça, il y a un gars qui m'avait appelé pour faire un commercial. Moi, oui, je suis capable de chanter. Mais j'arrive là, il me donne une feuille de musique. Wow! Oh, j'ai dit, merci, monsieur. Je foutu le camp en vitesse. Je suis pas capable de lire de la musique. Alors, finalement, j'ai un ami de la famille qui m'a trouvé une job chez Archambault, vendeur de disques. Alors, je vendais beaucoup du Barelli, du Elvis et puis de la Bolduc. Je n'étais pas spécialisé là-dedans. Alors, évidemment, Archambault avait fait marquer dans les journaux « Si vous voulez être servi par un des compagnons de la chanson, il est à nos comptoirs. » Alors, vous me voyez, moi, derrière le comptoir, ouais, je voudrais avoir un raccord. Ah bon? Un instant. J'allais voir mon boss. J'ai dit, un mec, au comptoir, il veut un record. C'est quoi? Il dit, mais c'est un disque. Oh, c'est un disque? Ah bon? Quel raccord vous voulez, monsieur? Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir interviewer, de pouvoir poser quelques questions à un monsieur qui est bien important. Il s'agit de monsieur Claude Robillard, qui est directeur du service des parcs de la ville de Montréal. Combien est-ce qu'il y en a de parcs de terrains de jeu ici dans la ville de Montréal? De parcs, nous avons quelque chose comme 300 parcs, mais dans lesquels nous organisons 115 terrains de jeu. Ce monsieur est venu chez Archambault me rencontrer à midi avec son chauffeur particulier. J'étais wow! Il me dit, monsieur Bissonneau, oui, je suis heureux de vous rencontrer. Je m'appelle Claude Robillard, je suis directeur du service des loisirs et des sports et loisirs. Et je voudrais vous emmener voir l'appareil qu'on est en train de fabriquer. Il m'a emmené aux ateliers municipaux et là, au milieu de la cour, il y avait le squelette de la roulotte. J'ai fait, waouh! C'est quoi? Ben, il dit, c'est une estrade pour faire du spectacle, des petits spectacles. Je dis, wow! Avec mes copains du 13e arrondissement, on avait dit après la guerre, là, on s'achète un vieil autobus français. On enlève l'arrière, on se fait une estrade et on fait du show. J'arrive au Québec, on me présente un truc tout fait. J'ai jamais pu comprendre. Puis quand je raconte ça, j'ai l'impression que je l'ai inventé pour que ça fasse joli dans le spectacle. Mais c'est la réalité. À l'origine, la roulotte, c'est pour animer les enfants. C'est Autrement ça. dit, c'est plus de l'animation que du théâtre. C'est ça. Le public, c'est bien d'aller voir son petit gars ou sa petite fille. Mais tu te tannes à force. Alors j'ai été retrouver M. Robillard. Il dit, M. Robillard, voilà, je vous propose que si vous engagiez 3 ou 4 jeunes moniteurs qui pourraient devenir des comédiens comme moi je suis qu'un amateur, mais avec des amateurs, et on pourrait monter des petits spectacles qui pourraient s'intercaler entre les spectacles que donnent les enfants. J'en suis pas sûr, mais je sens que je peux y arriver. C'était ma vie, là.
Ah ben rien d'autre. Hein. Si j'avais pas fait ça, je sais pas ce que je ferais. Je serais reparti en France, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais jamais fait ce que j'ai fait ici. Jamais. C'est parce que si t'es pas le fils de Madeleine Renaud, là-bas, t'es une merde. Alors qu'ici, Alors qu'ici, bah, t'étais un pionnier. J'ai fait intervenir le Chaboté, plein de personnages comme ça. des personnages de contes. Des personnages de contes parce que j'avais été dans les centres récréatifs et je m'étais rendu compte que les enfants ne connaissaient aucun conte. Il y avait eu la guerre, il n'y avait pas de bibliothèque, il y avait une bibliothèque centrale, mais quoi, il y avait 25 enfants de riches qui étaient là, les autres mômes des extérieurs partout dans la ville, nous qu'on a rencontrés par la suite avec la roulotte, ils ne voyaient rien. Même qu'ils nous disaient, mais c'est pas créable. Un chat qui parle. Puis le monsieur avec la barbe bleue, puis c'est un méchant. Oh, on connaissait pas ça. C'était quelque chose. Oh. Il fallait faire attention quand on a rentré la roulotte dans le parc. Fallait qu'on soit tous les 4-5 autour pour dire attention, les enfants, non, ne la rapprochez pas. Là. C'était tout un travail parce qu'ils voyaient ça arriver. Déjà, c'était une fête pour eux de voir ce camion-là qui s'ouvrait devant eux comme une boîte à surprise. Des décors qui venaient s'ajouter à ça, puis des personnages qui sortaient des boîtes. Ça a été formidable. Là, vous donniez des spectacles, c'était pas devant 50 ou 100 enfants, là. Non, non. Le moins qu'on avait, c'est dans les 450, 500. On a eu même, au moment où il y avait la fête de la presse, là, 10 000 personnes. Moi, j'étais sur la roulotte. Hein. Quand j'ai vu les 10 000 personnes descendre en courant pour aller avoir des bonnes places, je suis descendu de la roulotte, je me suis sorti de là. J'ai dit, ils vont la bousculer, c'est pas possible. C'est invraisemblable. Mais la roulotte, moi, ce qui me fascine, c'est que ça devait être un jouet pour amuser des enfants. Ouais. C'est devenu une école fondatrice de théâtre. Ouais. Si nous sommes en train de discuter aujourd'hui, vous et moi, c'est parce que la roulotte est devenue une école. Oui, oui. Elle est devenue mon école. Voilà. C'est là où j'ai appris, moi. J'ai appris parce que il y avait des nonos qui étaient devant moi, qui étaient aussi nonos que moi. Mais je les voyais faire des conneries, puis je disais, non, ça peut pas. Tu ne sens pas que ça marche pas, ça? Mais je connaissais rien. Mais à force d'en faire, puis à force d'avoir des nonos, puis de les voir évoluer, que c'est extraordinaire. Mais j'ai inventé des passerelles pour les faire aller dans le public, des passerelles qui tenaient pas debout. Mais quand ils étaient avec des masques puis des costumes effrayants là-dessus, ils étaient tellement bisingouins. Les gens disaient, mais ils sont extraordinaires. Vous vous rendez compte, le gestuel qu'ils ont, ils ne faisaient pas exprès. Ils évitaient de se casser la gueule. Et moi, j'étais dans le public, je disais, c'est pas possible. C'est formidable. Regarde l'autre con, là, qui est jamais capable de mettre un pied devant l'autre, comment il est merveilleux. Comment la roulotte est-elle passée à Radio-Canada, ni plus ni moins? Je crois que les gens de la roulotte ont eu des chances parce que le directeur des émissions d'enfants, M. Fernand Doré, connaissait le projet et je crois qu'il nous a suivis dans nos allées et venues. Thibouteau, François Barbeau,
Yvon Deschamps, Yvon Deschamps déjà. Jean-Louis Millet, Carmen Tremblay, Myriel Lachance, François Tassé. À l'époque, c'était des amateurs. Ah oui, ils essayaient de... C'était de vos élèves. Oui, OK. oui, ils OK. suivaient mes cours. Je donnais des cours à la ville pendant l'hiver. Et le patron était venu me voir, me dit, bon, c'est bien beau les cours, mais j'aimerais que... Je l'ai vu venir, tu sais. J'aimerais que vous montiez quelque chose avec vos jeunes élèves qu'on pourrait peut-être présenter aussi au festival. On dit, merde, me la poignée avec ça. Puis moi, je connaissais rien à l'époque. Alors, j'ai eu la pétoche, comme on dit ici, la pétoche. Qu'est-ce que j'ai vu dans ma vie? Vous n'avez rien vu? Un peu de cirque? Des films de Charlot? Quoi encore? Un dompteur de puces? À la foire? C'était votre La plus grosse femme du monde? J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Bon Dieu, qu'est-ce que je vais faire comme pièce? J'avais vu à Paris, justement, Orion le Tueur. J'ai dit, tiens, il y a pas mal de monde là-dedans, je pourrais quand même caser pas mal de jeunes, parce qu'il fallait que je trouve... Je pouvais pas monter des pièces de 3 personnages. Je serais dit, Buissonneau, tu te fous de la gueule du monde. Alors, c'est la première pièce qui m'a fait connaître un peu. La deuxième, ça a été La Tour Eiffel qui tue. Avec Orion le Tueur, on a gagné de la pièce en un acte. La deuxième année, on a fait La Tour Eiffel qui tue, qui a gagné au festival régional la pièce en 2 actes. Et ce qui nous a permis d'aller jouer à Edmonton pour concourir pour le concours final. Et on a gagné là aussi. La première fois que j'ai été m'inscrire au Festival d'art dramatique, ils m'ont dit, quel est le nom de votre troupe? Pardon? Le nom de votre troupe? J'en ai pas. On est une gang. Ben oui, mais il vous faut un nom pour présenter. Oh, ben, je sais pas, moi. Alors, je suis reparti. J'ai été voir mon patron. Je lui ai dit, vous m'avez mis dans un drôle de truc, là. J'ai été voir les gens du festival que vous m'avez dit. Ils me disent, un nom, vous n'avez pas un nom de votre troupe? Je dis, non, j'ai pas de nom, on est une gang. Il m'a dit, mais monsieur Buissonneau, réfléchissez un peu, là. Vous avez voulu monter l'opéra de Katsu. Ben oui, j'ai voulu le monter. Ils ont pas voulu, mais c'est pour ça que je vous parle. Mais ils n'ont pas voulu que je le monte. Mais non. Ça vous dit rien, l'opéra de Katsu? Vous voulez dire le théâtre de Katsu? Oh, mon Dieu, je n'y aurais pas pensé. Oh, ben oui, certain. J'ai refoncé au festival, je dis, bon, on arrive, on est le théâtre de Katsu. Et je trouvais ça merveilleux parce que un théâtre pas prétentieux, toujours avec du brique, de la broche à foin, puis des trucs, ça correspondait exactement à ce que je suis. Tu sais, quand on se retrouve, tous les médaillés, là, je me sens vachement complexé. Des grands monsieur, des ingénieurs extraordinaires, des docteurs reconnus, toutes sortes de monde. Moi, au milieu de tout ça, qu'est-ce que je suis? C'est ce gars, il y a un bonhomme qui est venu me voir, il s'est accroupi avant de très gentil, un vieux monsieur. Il dit, puis vous, monsieur Buissonneau, qu'est-ce que vous faites? Je dis, je fais le clown, monsieur. Il n'en est pas revenu, tu sais. Il s'est relevé péniblement, il m'a dit, bonne chance. Piccolo, piccolo, je porte un petit chapeau. Quand je le mets sur ma tête, j'ai l'air d'une girouette. Entre nous, c'est rigolo. Je vous lève mon chapeau. Piccolo, c'est un pauvre cloche, c'est un pauvre mec, donc il se rapproche de l'Arlequin. Mais il faut qu'il soit français. Alors l'Arlequin est très ceinturé, très cintré. Moi, je voudrais une blouse plutôt... Alors, ma femme a fait le dessin. Une blouse plutôt vaste, avec des pièces dessus. C'est un pauvre mec, mais pas fou. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé
à faire des émissions sur la comédie italienne avec Pantalon, qui était Yves Massicotte, le gros l'écuyer qui faisait le docteur, et la belle Christine. Christine Olivier. Christine Olivier, la superbe, elle était extraordinaire. Et j'ai eu 3 partenaires professionnels pour la première fois. Piccolo a joué pour la première fois au Québec avec des professionnels. Avant, non, j'étais rien du tout. Et là, je me suis senti un peu important parce que je jouais avec ces gens-là, puis ils aimaient ce que je faisais, puis ça m'a encouragé. Hein, C'est toi qui as bu mon jus de cerise. il y a un gars qui m'a écrit une fois, il y a plusieurs années, bien sûr. Il m'a dit, Monsieur Bissonneau, je voudrais quand même vous dire quelque chose. J'ai fait ma maîtrise sur la Commedia dell'arte à cause de vous, à cause de l'émission que vous faisiez avec vos camarades. J'étais très fier. Alors, vois-tu, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'était pas Monsieur Dupidon ou n'importe qui, là. C'était quand même, ça avait une valeur culturelle beaucoup plus profonde que si j'avais inventé des personnages à la con. Madame, vous me voyez prisonnier de votre amour. Accordez-moi votre main. Vous avez œuvré sur différentes plateformes, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui. On vous a vu avec les cyniques, par exemple, mettre en scène leurs émissions d'humour dans les années 60, même y participer. Madame, j'en ai assez de ta musique de chambre. Vous avez fait de la publicité. Ouais. Vous avez fait de la mise en scène d'opéra. Oui. Radio-Canada m'avait descendu, hein. Quand ils ont visionné le truc, ils ont dit c'est pas bon. Vous comprenez, Bissonneau, c'est très bien, le théâtre amateur est très bien, mais en opéra, on peut pas se permettre ça. Je suis sorti de là, je braillais. Et mon réalisateur, qui était Pierre Morin, a reçu une lettre de dire arrête de faire travailler Bissonneau, c'est pas possible. Puis doucement, vous voyez qu'à l'avenir. Et là, Pierre Morin envoie le truc à New York. Ça gagne le premier prix sur 35 pays. Ils avaient-tu l'air cons, ces gars-là? Les spécialistes de Radio-Canada? Ils avaient-tu l'air cons? Les enfoirés. C'est un prix Emmy, je crois. Un Emmy. Je vais revoir Morin, je dis, tu te rends compte, ces enfants de salauds, ce qu'ils nous ont fait subir, puis là, ils se gobergent à dire, oh, Radio-Canada gagne un prix, tu sais? Sauf qu'ils se sont fourrés parce qu'ils ne m'avaient pas fait signer de bons contrats. Alors, comme c'était un gagnant, c'est passé un peu partout. J'ai touché mon cacheton à chaque fois, complet. Ils l'ont eu dans le baba. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, monsieur, dame. Je louais le Nouveau Monde. Je louais le Jésus. Je louais des théâtres pour un jour, une fois, 2 fois. Pour le fun! Mais oui, non. Mais oui, mais... Pour le Pour fun. nous, mais pour moi puis pour les gars, c'est le travail qui était intéressant. Jouer une pièce pendant un mois, c'est plate. Moi, je résiste pas. D'où est venue l'urgence d'avoir un théâtre, physiquement? Ça, c'est Yvon Deschamps. Donc, si je te dis, il y a eu 40 ans cette année. Aucune idée, c'est pas ma génération. C'est pas non plus. Non, c'est pas. Il a contribué et il continue de le faire à la découverte de nombreux nouveaux talents. J'ose pas, là. J'ose pas trop. Bon, on va terminer avec ça. Et grâce à lui, le public. Ça se pogne, ça, hein? Le public reçoit des invitations à venir voir et entendre le travail de comédiens, de metteurs en scène, d'auteurs, de concepteurs qui osent. On parle de quoi? Je sais pas. Est-ce que vous avez une idée, Vous avez une idée? C'est quoi? Le 4
c'est écoute, pareil. Le catsu, c'est quoi? t'es pas tanné de payer des salles toi-même avec ton argent? Parce que ça me coûtait quand même 300, 400, 500 piastres, hein, à l'époque. Il était pas tanné. Alors, mesdames, messieurs, le fondateur, l'âme, Paul Buissonneau! C'est un drôle de gars, lui, hein. Il me fout ça dans la tête. Moi, ça me reste. À un moment donné, je passe avenue des Pins. Je vois 3 arbres, j'arrête l'auto. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? C'est la synagogue. La porte n'était pas fermée complètement. J'arrive avec peine à l'ouvrir, je rentre là-dedans. Monsieur Dubois, le 4 sous était là. Et c'est comme ça qu'on a acheté le 4 sous. Alors j'ai vendu une maison que j'avais à Montréal pour mettre un peu de jambon sur l'os. On a quand même l'impression, en rentrant ici pour la première fois, qu'il va y avoir ici un répertoire bien précis, bien spécialisé. Je suis pas tellement d'accord, moi. Non, on va pas se limiter à un répertoire. Pour ma part, je veux monter des pièces qui collent avec ce que je ressens, moi, avec ce que je ressens par rapport à l'auteur, par rapport à l'action, par rapport à la pièce, par rapport à la pensée de la pièce. Mais il faut toujours que la pièce me plaise avant tout. Je voulais développer le théâtre dans son entier, n'importe quelle pièce. Puis n'importe quel amateur qui venait avec une pièce, vas-y, fonce. Ah, Seigneur, je cours, je parle, je me sens tout blanchi à l'intérieur comme à l'extérieur. Aussi vrai que je puisse, pas t'as menti. Eugène nous a jamais monté à faire. Page 162. Théâtre de chant. Qu'est-ce qui fait que vous choisissiez une pièce plutôt qu'une autre? Parce que c'était celle-là que j'avais, puis que j'avais pas lu l'autre. Ah, c'était une loterie, écoute. C'est pas une question d'inspiration, non? Jamais. Je me disais, bon, il y a tant de personnages. Ouais, ça m'a l'air le fun, ça. Je pense que ça va être le fun, ouais, avec un beau décor derrière, là. Pof! Oh, ouais, pof! 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4. Rosanna est morte, clouée à son sofa comme un papillon précieux et rare. Alors, c'était bâtard ce qu'on faisait, c'était n'importe quoi. On me disait, ouais, Buissonneau n'a pas de politique. Chris, m'appelait pas Jean Gascon. J'étais pas Yvette Bradamour. J'étais un pauvre con qui avait une synagogue puis qui essayait de la faire marcher. Puis qui voulait faire du théâtre et faire du théâtre aux jeunes. Puis Gascon ne prenait pas de jeunes, lui, dans son truc. Ils étaient tous pépères. Le rideau vert, pareil. Alors faites-moi pas marrer, tu comprends? Moi, j'étais ouvert à tout vent. C'est peut-être ce qui vous a très bien servi. Sûrement. Parce qu'on regarde la programmation. Mais c'est même pas calculé, c'est ça parce que je suis trop con, moi. Si j'avais été moins con, peut-être que je n'aurais pas réussi ça. Non, je suis sûr. J'aurais agi trop d'une façon intellectuelle qui aurait été néfaste. Dans les manufactures, on chante des chansons d'amour. Comme ça. On était tous dans la merde. Et Yvon Deschamps avait fait faillite avec ses restaurants. Charlebois revenait de Californie, je pense. J'ai dit, Yvon, fais donc quelque chose. Prépare quelque chose. Il dit, bon, d'accord. Pourquoi devait-il préparer quelque chose? Parce que moi, j'en avais plein le cul. J'étais brûlé. Puis j'avais plus le goût. La dernière pièce, ça n'avait pas marché. Les dactylos, ça n'avait pas marché. Ça avait été monté par Thibouteau. C'était... Oh non, j'étais scié. J'ai dit, t'as le goût de faire quelque chose, vas-y. À date, t'as rien monté, vas-y. Alors, il avait des monologues déjà qu'on connaissait pas. Il dit, j'ai quelques monologues. Ah ouais? Comment ça se fait, tu m'en as pas parlé? Il était très cachotier. Ah, je dis, ah bon? Alors, il s'est agglutiné avec Robert et Mouffe et la mère Forestier. Et là, ça a été des discussions entre eux. Moi, j'étais pas là. Finalement, il vient
Paul, viens, ça marche pas. Il faut absolument qu'on trouve quelque chose. Je suis arrivé là, c'était le bordel. Oh, j'ai dit, oh, écoutez, je sais pas. Là. Démerdez-vous avec votre hostie de chaud. Pas grave. Charlebois. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Votre hostie de chaud, tabarnouche. Lève-la le titre! Un spectacle pas du tout comme les autres, un spectacle indéfinissable que l'on a quand même fini par nommer. On l'a appelé un show, en le qualifiant d'ailleurs d'une expression bien de chez nous que je n'ose vous répéter ici, à une heure d'écoute familiale. Je vais chercher à mon réveil. Où es-tu? Il monte pas dans mes oreilles. J'achèterai le camion blanc. Alors là, finalement, ils ont mélangé les deux genres. Robert avec ses nouvelles chansons et Vonche des chants avec ses monologues. Alors, avec le jazz libre qu'on avait casé en haut, à qui j'avais fait endosser des costumes de la roulotte, des costumes d'époque, ça a été un bric-à-brac incroyable et ça a fait un succès du tonnerre de Dieu. Excusez-moi, le bon Dieu, c'est pas un juron, je suis admiratif. Toute la gang de Faut jeter la vieille. Alors, c'est vraiment des gens formidables. Ça, c'est Gravel, Robert Gravel, Jean-Louis Millette, Marc Favreau, Christine Olivier, Hélène Loisel, Guy Lécuyer, Lionel Villeneuve. C'est incroyable. Vous aviez sous la main tout ce talent d'acteur. Eh oui, eh oui. Et pas facile, pour cette pièce-là, ils ne voulaient pas la jouer. Il a fallu que je vende l'idée. Parce que quand on a fait la première lecture, ils ont dit « Pichonneau, t'es pas raisonnable. Penses-tu qu'on va monter ça? » Oui. Voilà la folle aux hommes nus. Oh, je suis contente de vous avoir retrouvé. Depuis que je vous ai vu, je pense à vous irrésistiblement. Ah oui? J'y voyons, si on se ramassait un paquet de saloperies, des vieux frigidaires, des chiottes, des n'importe quoi, puis je veux faire le décor avec ça. Comme costume, il faudrait que tout le monde soit à poil. Mais non, à poil, c'est pas beau. Puis les gens vont regarder les sexes, puis non. Mais j'avais un vieil ami à Saint-Charles, où j'habite, où j'ai ma maison, qui tous les ans était en penman, puis ses sœurs venaient l'enlever le penman pour le laver, parce que le penman, il le gardait jour et nuit, puis nuit et jour, puis tout le temps. Puis ça m'avait fasciné, cette espèce de caleçon qui s'ouvrait par le devant, puis par en arrière. Une fois je te vois, une fois je te vois plus. C'est extraordinaire. J'ai dit, voilà le costume. Et qu'est-ce que vous faites quand vous travaillez? Je suis denteur. Oh. Denteur de... Denteur. Hélène Loisel en caleçon était furieuse. Et d'autres étaient furieux, mais ils ne le disaient pas, parce que là, je commençais à savoir ce que je voulais. Là. Et là, vous savez pas que racolage est défendu dans les limites de cirque? Allez faire ça dans un cirque de débauché. Ici, c'est un cirque... Alors, j'aurais mis un casque de bain sur la tête, très collant, puis des chaussures du 47, que les gars, quand ils travaillent dans la neige, ils mettent ça déjà par-dessus leur autre chaussure. Ça faisait des bébites, mais des bébites affreuses. Mais j'ai été encensé par la critique. Le public du Nouveau Monde fuyait. Ils ont reçu assez de lettres, ils n'ont jamais voulu que je les lise. C'était des insultes à moi. Qu'est-ce que c'est? Il n'a aucune classe, cet énergumène. Pourquoi l'avez-vous pris? C'est épouvantable. On faisait une messe à la gloire du coke au début de la pièce. Oh, coke, oh, coke! C'était Sol qui jouait le curé avec un rideau de douche comme chasuble. Il n'y a rien que j'ai pas fait là-dedans. Il n'y a rien que j'ai pas fait. Puis il y a même des comédiens qui me disent, tu trouves pas qu'on exagère un peu? Pas du tout! On continue, faut y aller, faut y aller! Vous n'avez pas honte? Qu'est-ce que c'est que ces façons de traiter madame? Une dame? Où ça? Là, la dame qui est avec moi. Bah oui, moi, la dame qui est avec lui. C'est un métier difficile d'être comédien. Moi, j'aurais pas voulu l'être.
D'abord, me taper des textes à n'en plus finir, quand je pense qu'il y en a qui se tapent 1 heure et demie de texte, mais c'est pas possible, comment ils font? Ça, faut se Moi, taper... 2 lignes pour un commercial, puis je suis pas foutu de les dire. Et après ça, faut se taper le metteur en scène? Non, metteur en scène, ça dépend desquels. Moi, j'en connais un qui est merveilleux. C'est moi. Mais faut pas me faire chier, par exemple. La photo du petit garçon, là, vous l'avez mis où? Bah, là, ici, là, pardon. Ma mère a raconté à mes frères et ma sœur, figurez-vous que le photographe m'assoit sur cette espèce de fausse banc, là, et il vient vers moi, puis gentiment, il me dit, mon petit garçon, regarde. Regarde, là. Regarde, tu vois ça? Le petit oiseau qui va sortir. Et je lui aurais dit, ta gueule est petit con. Ma mère, elle a raconté ça à mes frères et sœurs, qui ont ri, eux autres. C'est donc inné. Oh, c'est inné. Je pourrais jamais m'en débarrasser, puisqu'à 4 ans, j'étais capable de dire ça. Imaginez-vous qu'à 85 ans, ce que je peux dire. Maudit, aidez-moi, qu'est-ce que vous foutez là? Mais je vous viens à venir. Mais non, mais vous êtes payé pour aider le monde, puis regarde. Mais faites travailler un peu, quoi. Ok, je vous pose une autre question. Tu vas finir par y parler dans sa braguette. C'est pas possible. Je ne dirai rien, mais quand même, grouillez-vous le c***, mon Dieu. Je veux bien que c'est quand même pas une pièce cochonne, non? C'est une pièce comique. Il y en a qui m'en ont voulu parce que je les ai engueulés. Puis j'avais pas peur, là. Parce que j'étais soutenu aussi par pas mal de critiques. J'étais pas seulement que critiqué, j'étais aussi encensé. Une buissonnade au TNM. Buissonneau continue ses folies. C'est toujours le titre, c'était toujours mon nom. Ça ramène ton ego un peu au-dessus de la moyenne, merde. Faire partie de la famille théâtrale. Ça, c'était mon objectif. Mais cette famille, je suis rentré dedans en 4e vitesse. J'ai été heureux pendant toutes ces années. Je me suis pas forcé. J'ai pas fait de zèle. J'aimais tellement ça que je me levais le matin en disant, ah, tiens, je vois les gars ce soir, il faut que je pense à quelque chose. Parce que rien n'était préparé d'avance. Hein. Ça a été l'improvisation, ma force. C'est le comédien qui m'influence. C'est pas moi dans mon bureau qui fais des petits dessins. De la merde, ça j'en veux pas. Ça jamais. Non, c'est avec l'acteur là. Et quand l'acteur est bien disposé puis qu'il a confiance, il m'amène beaucoup. J'enlève des petits détails. Ta main, non, elle est mal placée peut-être là. Non, parce que ça cache l'autre là. Ouais, c'est tout. Ah, d'accord. Tu sais, des petits détails. Je rentre dans des petits détails. C'est pour ça que je crois que mes mises en scène sont toujours clean. Elles sont propres. La mise en scène, finalement, c'est comme un puzzle. Il s'agit de trouver les bons morceaux qui se joignent. C'est ça, la mise en scène. Si tu te fourres, là, tu te retrouves avec des morceaux en trop à la fin. Alors, la beauté de la chose, c'est ça. Parce que je crois qu'une mise en scène, parce que le principal dans tout ça, le metteur en scène, c'est zéro, c'est rien. Ce qui reste, c'est l'auteur, avec son texte, puis les comédiens par des photos, puis le décorateur par des photos. Mais la mise en scène, c'est quoi? C'est du vent. C'est rien du tout. C'est ça qui est terrible. Mais, so what?